Voilà, bonjour tout le monde. Et bien voilà une petite vidéo pour répondre à une question de M. Badian-Mor sur le fonctionnement global du régulateur de charge de l'éolienne qu'on présente au concours GIMEOL. Voilà. Alors bon, j'ai représenté les différents éléments. Donc ici on a l'éolienne qui entraîne un générateur triphasé. Le générateur triphasé alimente un redresseur, un 6 diodes, un pont double. Et à la fin, donc on obtient une tension génératrice, on va dire, qu'on appelle UG, ici. Et le principe, c'est ensuite de faire débiter du courant à cette génératrice pour récupérer de la puissance. Voilà. Et ce qu'on sait, eh bien, suite au cours que je vous ai fait en amphi, eh bien, pour optimiser le fonctionnement de l'éolienne, il faut que le courant qui soit aspiré ici du redresseur, IG, eh bien, il faut qu'il soit proportionnel à la tension UG au carré. Voilà, donc ça, je ne le redémontre pas. C'est un principe de départ. Voilà. C'est ce qu'on va chercher à réaliser. Voilà, ça va être un des cahiers des charges du fameux régulateur de charge, ici, qui va devoir réaliser cette fonction-là. Ensuite, ce régulateur de charge, donc, il va aspirer une certaine puissance, une certaine énergie qui dépend donc de UG. Et lui, il va devoir ensuite convertir cette énergie pour la fournir à la charge du concours, qui est en fait une batterie 24 volts. Voilà. Donc la tension de sortie du régulateur de charge, ici, eh bien, ça sera forcément du 24 volts, et il faudra que les conversions de courant et de tension qui sont nécessaires se fassent avec un excellent rendement. Voilà. Alors c'est la raison pour laquelle, eh bien, dans ce régulateur de charge, on va utiliser la technique de l'électronique de puissance. Et notamment, alors la dernière solution qui a été retenue, c'est d'utiliser l'association d'un hacheur abaisseur d'abord, au cas où UG serait plus grand que UCH, donc plus grand que 24 volts. Voilà. Et dans le cas UG plus petit que 24 volts, eh bien là, il faut faire fonctionner un hacheur élévateur. Alors à quoi ça ressemble comme circuiterie, ce hacheur abaisseur et ce hacheur élévateur? En fait, un hacheur, c'est ce qu'on appelle un bras d'onduleur. Voilà. Alors ici, on va quand même indiquer. Là, généralement, on a mis une petite selle de lissage, et ici, on a des condensateurs de filtrage que je vais indiquer, voilà, pour un rôle, donc je ne vais quand même pas les ignorer complètement. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle un bras d'onduleur. Donc un bras d'onduleur, c'est fait avec des transistors MOSFET, et ça commute la sortie ici, soit au plus, ici, de la tension générée, ici ça c'est le plus, soit au moins. Voilà. Et c'est piloté électroniquement par un ordre qu'on appelle alpha 1. Donc si alpha 1 vaut 1, eh bien ça commute au plus, si alpha 1 vaut 0, ça commute au moins. Voilà. Donc ça c'est le hacheur dit abaisseur, et puis ensuite ici on a une inductance, donc laquelle le courant va onduler, mais il sera en moyenne assez constant, on va dire. Voilà. Et puis derrière on va mettre la même chose à l'envers, c'est-à-dire un hacheur élévateur. Donc un hacheur élévateur c'est comme ça, et ça commute pareil, soit au plus, mais cette fois c'est le plus de la charge ici, soit au moins. Voilà. Et celui-là est commandé par un ordre qu'on appelle alpha 2. Voilà. Alors pour bien comprendre le fonctionnement, on va flécher quelques petits trucs. Donc cette tension-là, UG, on va l'appeler VE, parce que c'est la tension d'entrée du convertisseur. Ce IG, c'est égal à IE, c'est le courant d'entrée du convertisseur. Celui-là, on va l'appeler IS, le courant de sortie, et là, VCH, c'est la tension VS. Comme ça. Ensuite, dans ce convertisseur, voilà, là il y a des condensateurs, bon là on ne voit pas trop leur utilité, mais c'est pas grave, je mets quand même. On a une inductance, et en fait, ça fait que la variable d'état de ce hacheur, ça va être le courant de l'inductance. On va marquer IL comme ça. Voilà. Et ce qui permettra de faire augmenter ou diminuer le courant, c'est la valeur de la tension borne de l'inductance, puisque dans une inductance, DI sur DT égale U sur L. Vous devez savoir ça maintenant. Voilà. Et puis on va s'intéresser aux tensions de sortie de bras d'onduleur ici, qu'on va appeler VB1, puisque ça on va appeler ça le bras d'onduleur 1, celui-là. Et puis la tension ici, on va appeler ça VB2. Voilà. Bon, le décor est planté, et maintenant on va expliquer comment ça marche. Alors le cas numéro 1, voilà, et bien c'est, mettons au début, quand l'éolienne tourne doucement, et bien la tension génératrice, ici donc VE, sera inférieure à 24 volts. Et donc si c'est inférieur à 24 volts, l'hacheur qu'on va faire fonctionner, c'est celui-là, c'est le 2, parce que lui c'est un hacheur élévateur. Et pendant ce temps, le hacheur 1, là, eh bien, il sera commuté sur le plus de manière permanente. Voilà. Donc on va voir le cas numéro 1. Je vais écrire ici. Cas numéro 1. Voilà. Alors même si la carte de commande qui gère tout ça ne fonctionne pas exactement comme ça, quand on n'est pas sûr de cette condition, c'est le cas où VE est inférieur à VS. Voilà. Entre parenthèses, donc, qui est égal à peu près à 24 volts, enfin ça peut varier de 24 à 28 volts. Voilà, c'est pas un 24 volts très précis.
Voilà. Et bien dans ce cas-là, donc, on va avoir alpha 1 égale à 1. Ça veut dire que ce bras d'onduleur est au repos, il ne commute pas, il est tout le temps à 1. Voilà. Et s'il est égal à, et s'il est tout le temps en haut, et bien qu'est-ce qu'on peut dire? Et bien tout le courant qui arrive ici par la génératrice, il correspond exactement au courant de l'inductance. Plutôt tout le courant qui aspire par l'inductance, c'est le courant de la génératrice. Donc en fait, on obtient que IG, ou IE si vous voulez, voilà, égale, on va écrire IG, donc ça va, IG. Et bien IG est égal à IL. Voilà. Et donc si on veut que IG soit égal à KUG carré, et bien il faut donc que le IL soit égal à KUG carré. Voilà, puisque les deux sont identiques. Et donc ça veut dire que là on va faire un asservissement. Voilà, tel que, eh bien, la consigne en courant dans IL sera proportionnelle à KUG carré. Voilà. Voilà, et donc dans ce cas, voilà la fameuse consigne que doit respecter l'asservissement. Alors comment il fonctionne cet asservissement? Il y a un courant de consigne dans l'inductance, voilà. Et ce bras-là, donc dans cette phase-là, je vais vous le dessiner comme ça, il est connecté en haut. Donc on va le mettre connecté en haut. Voilà. Et à ce moment-là, la tension d'entrée ici, alors en moyenne, parce que la tension bord de l'inductance en moyenne c'est nul, etc. Donc en fait, VB1 sera égal à UG dans ce cas-là. Voilà. Donc on aura le fait que alpha soit égal à 1, ça nous fera que VB1 est égal à UG. Voilà. Donc c'est-à-dire que la tension est appliquée ici, et maintenant on veut réguler ce courant, c'est-à-dire qu'on va mesurer IL, donc on met un capteur de courant là, et si le IL est trop petit, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va commuter ce bras d'onduleur vers en bas, ici. Comme ça on se retrouve avec la tension, par exemple issue de la génératrice, mettons qu'elle soit égale à 12 volts, pour l'exemple. 12 volts c'est bien plus petit que 24. Et bien si on met le bras, commute ce bras d'onduleur en bas, et bien ça fait une tension UL de 12 volts positive au bord de l'inductance, et ça fait croître le courant IL. Donc le courant IL va croître, et quand il va dépasser IL cons, d'une, je sais pas, quand il fera IL cons plus 1 ampère par exemple, eh bien on va décider qu'il est trop important, et là qu'est-ce qu'on va faire? Ben, le bras, donc mon commutateur qui était comme ça, ben, en fait je l'efface, et maintenant je le mets comme ça. Et donc de ce côté-là, j'ai du 12 volts, et de ce côté-là, maintenant je suis relié à ICH, j'ai du 24 volts. Donc le potentiel est plus haut ici que ici, et donc la tension UL est négative, et donc le courant va décroître. Il va décroître, donc il va tomber en dessous de IL cons, et quand il tombe en dessous de IL cons, qu'est-ce que je fais? Je change la valeur de alpha 2, et je descends comme ça, et là je remets 0 volts. Voilà. Et le courant recommence à croître, et en fait ce bras d'onduleur va pas arrêter de commuter à une fréquence qui est assez élevée, puisque ça commute à plusieurs kHz en fait. Donc c'est très rapide, et le courant IL, il ondule légèrement autour de la valeur de consigne. Voilà à peu près ce qui se passe. Alors ce qu'on peut se poser comme question, maintenant, c'est finalement, que vaut la valeur de alpha 2 en moyenne? Oui. Donc on peut se poser cette question, voilà, que vaut alpha 2 moyen? Alors, voilà. Alors ça va pas nous être très utile là, mais c'est pas grave, ça va donner quelques petits calculs. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? La tension VB2 qui est ici, pour calculer alpha 2 moyen, VB2 ici ça vaut soit 0, d'accord, soit 24 volts qui est égal à UCH. Là. Donc en fait, ça oscille entre les deux. Par exemple, si c'est moitié du temps à 0 et moitié du temps à 24 volts, la moyenne ici, ça sera 12, typiquement. Voilà. Et donc, ça, c'est si donc alpha 2 moyen est égal à 0,5. Voilà. Donc si on généralise cet état de fait, on peut écrire la relation comme ça, c'est que VB2 en moyenne, eh bien, c'est égal à alpha 2 moyen que multiplie UCH. Voilà. Et puis de l'autre côté de l'égalité, eh bien, je peux écrire que VB1 est égal à UL plus VB2, et en moyenne, ça fera VB1 moyen, d'accord, égal à UL moyen, mais la tension moyenne sur l'inductance c'est 0, plus VB2 moyen. Donc le VB2 moyen, en fait, il est égal à VB1 moyen. Et VB1 moyen, comme c'est relié ici, en fait, c'est égal à UG. Et donc, en fait, pour obtenir ce résultat, les commutations du bras d'onduleur sont telles que alpha 2 moyen, eh bien, il sera égal, en fait, à... Donc, ça, je passe ici, ça fait UG sur UCH.
Et donc, je ne l'ai pas écrit, hein, mais donc là c'est le bras 2 qui travaille, hein, et c'est donc alpha 2 qui commute. Voilà. Enfin, c'est alpha 2 qui change, qui oscille entre 0 et 1. Voilà. Donc je voulais mettre voilà, asservissement, voilà. Asservissement donc par le bras d'onduleur 2 qui gère ces commutations pour asservir le courant IL sur la bonne valeur. Voilà. Donc notez que la première consigne dans cette phase-là, le courant dans l'inductance, qui est notre variable d'état, et bien ça sera K UG carré. Voilà. Alors on va tout effacer là, que j'ai la place de faire la suite. Hein. Mais on va effacer ça. Et je vais vous faire ensuite le cas numéro 2. Donc on va juste retenir que dans le cas numéro 1, on va garder ça quand même, VE inférieur à VS, entraîne IL cons égale K fois UG carré. Voilà, et puis comme UG carré, ben, c'est la tension VE, donc dans la carte de commande, on dit que c'est K VE au carré. Voilà. C'est pour ça que dans la carte de commande, pour ceux qui ont trempé dedans, eh bien, on a une première consigne qui est fabriquée à l'aide d'un multiplier analogique, qui fabrique à partir de VE quelque chose qui vaut K VE carré. Voilà. Allez, on va faire un peu de ménage. Et puis maintenant, on va regarder ce que ça donne. Donc dans le cas numéro 2. Alors dans le cas numéro 2, c'est le cas contraire. Cas numéro 2. VE supérieur à VS. Et là, que va valoir IL cons? Alors si V2 est supérieur à VS, VE supérieur à VS, voilà, en fait ça veut dire que UG par exemple vaut 48 volts, typiquement, alors que VS vaut 24 volts ici. Voilà. Alors quand c'est comme ça, eh bien le bras qui va fonctionner, qui va être actif cette fois, ça va être, là ce sera toujours VB1, pardon, je peux le passer. Voilà, ça c'est VB1. Mais il sera plus égal à 12 volts, et d'ailleurs lui il sera plus forcément commuté ici, hein, il sera là où il faut, puisque c'est lui qui va contrôler le courant IL maintenant. Par contre, une fois que le courant IL passe ici, eh bien, il sera intégralement, cette fois, envoyé tout le temps dans la batterie qui sert de charge. Voilà. Donc le bras 2, cette fois, il est au repos, mais en position haute. Voilà. Et donc, alpha 2 sera égal à 1. Voilà. Et c'est donc un asservissement, cette fois, de IL, qui va se faire par ce bras onduleur. Voilà. Donc on va avoir un IL de consigne que je ne vais pas calculer tout de suite. Voilà. Ce qu'on va pouvoir, le IL cons, on va pas la valeur consigne. On se posera la question, je le mets ici, on se posera la question après. Déjà, on va regarder comment fonctionnera cet asservissement. Voilà. Et on va écrire que B1, c'est lui. Hein. B1 commute en sorte que IL égale, je vais mettre égal, mais en fait c'est ondule autour de IL cons. Voilà. Alors déjà, comment il marche cet asservissement? Il va marcher un peu comme l'autre. Si jamais le IL est trop petit, il est en dessous de IL cons, eh bien le alpha 1 va se commuter à 1. Donc on va connecter comme ça. Puis comme ça, de ce côté d'inductance, on aura VB1 là, qui sera relié au 48 volts. Donc on aura VB1 égale 48. Alors que le VB2 qui est relié en haut, lui sera égal à 24. Et donc, borne de l'inductance, on aura 48 moins 24, une tension positive, donc le courant va croître. Donc quand on a, pour un IL trop petit, et on s'arrange pour le faire croître en commutant ce bras ici sur le plus. Voilà. Puis si jamais le IL est trop gros, s'il dépasse la valeur de consigne, eh bien on va déclencher la commutation inverse. Voilà. Et ce qui fait qu'ici on aura 0 volts. Voilà. Et donc, eh bien dans ce cas-là, la tension borne de l'inductance, ça sera 0 moins 24, donc il y aura moins 24 volts, tension négative, le courant va décroître. Puis quand il décroît un peu trop en dessous de la valeur de consigne, eh bien on refait la commutation inverse. Voilà, on recommute là en haut, et puis le VB repasse à 48 volts et le courant augmente. Donc c'est comme ça qu'on obtient un courant IL qui va onduler autour de la valeur de consigne. Voilà. Donc l'asservissement, il n'y a pas de problème pour le réaliser. Simplement, le souci, c'est que là, on va bien contrôler une variable d'état qui est IL, mais cette fois, IL et IG, c'est plus forcément la même chose. Voilà. Parce que quand on est commuté en haut ici, eh bien, le IL, il va bien venir d'ici, donc il sera égal à IG. Voilà. On va dire plutôt IG' ici. Allez, on va mettre celui-là, on va l'appeler IG'. Ou IE', je sais pas, IG'. Allez. Voilà, comme ça. Mais par contre, quand le bras sera B1, alpha 1 sera égal à 0, quand on sera commuté ici, voilà, eh bien, le courant qui viendra d'ici sera 0. Voilà. Donc celui-là, il vaut soit 0, soit IL, en fait. Selon la manière dont
cet interrupteur est positionné selon la valeur de alpha 1. Voilà. Alors on va faire un calcul en moyenne. Voilà. Et en moyenne, par exemple, si l'interrupteur est moitié du temps en haut, moitié du temps en bas, voilà, eh bien ça veut dire que moitié du temps IG sera égal à IL et moitié du temps IG sera égal à 0. Et donc en fait, en moyenne, IG sera égal à la moitié de IL. Voilà. Alors d'une manière générale, si on généralise ça, on obtiendra quoi? Eh bien on obtiendra que IG moyen, IG prime moyen, eh bien c'est égal à alpha 1 moyen fois le courant qui est dans l'inductance. Voilà. Et donc, je vais remplir par l'autre côté. Le IG moyen, celui-là, c'est un IG qui est découpé, mais là, avec tous les filtres, etc. Et bien ici, on obtient un IG qui est égal au IG moyen qui est là. Tout simplement parce que le courant moyen dans un condensateur, ici, c'est 0 en moyenne. Ça, vous devez le savoir, en moyenne. Bon, ici, voilà, égale 0 en moyenne. Je n'ai pas la place d'écrire, mais c'est en moyenne. Voilà. Donc en fait, le IG moyen et le IG prime moyen, c'est la même chose. Et puis comme ce courant là, il est filtré, il est à peu près constant. Voilà. Et ça, bien, qu'est-ce qu'on veut? On veut, à la fin, que ce soit égal à K UG au carré. Ben voilà, on a la valeur de IL-Pons. On sait ce qu'on veut maintenant. Parce que si je retourne la formule, en fait, je veux que IL, ça soit égal à K fois UG carré sur alpha 1. Et donc, si je veux que le IL soit égal à ça, c'est ce que je veux donner comme consigne à mon asservissement, qui fabrique du UL. Voilà. Et on pourrait croire que cette formule, elle est finale, hein. Voilà. Qu'elle correspond en fait à celle-ci. C'est ça qui marche, celle-ci, la fin U. Voilà. Tant pis pour le rouge, ça ne veut pas fonctionner. Et donc maintenant, il y a juste un petit problème sur cette formule, c'est qu'on n'a pas donné la valeur de l'alpha 1 moyen d'ailleurs. J'ai oublié de mettre le moyen. Bien, l'alpha 1 moyen, on va le calculer par les tensions. Voilà. Alors en fait, on va écrire que ce VB1 là, il vaut soit UG si l'interrupteur est en haut, et soit si alpha 1 vaut 1, et s'il est en bas, il vaut 0. En fait, le VB1, il vaut alpha 1 fois UCH. Voilà. Et donc, si on fait la moyenne de chaque côté, ça va nous donner VB1 moyen égale alpha 1 moyen, on va mettre or, fois UCH. Et le VB1 moyen, eh bien si on regarde bien, le VB1 moyen, il est égal à UL moyen plus VB2 moyen. Mais UL moyen, c'est la tension bande d'une inductance, donc ça vaut 0. Donc là, je prends le VB1 moyen, je dis que c'est UL moyen plus VB2 moyen. Donc ça, c'est une loi d'émail sur les valeurs moyennes. UL moyen, ça vaut 0, puisque c'est toujours 0, la tension moyenne aux bornes d'une inductance. Et VB2 moyen, VB2, de toute façon, c'est égal à UCH, qui est une constante qui vaut 24 volts. Donc en fait, égal à 24 volts, mais on va laisser égal à UCH. Voilà, comme ça. Voilà. Et donc, de cette relation, eh bien, on va pouvoir tirer alpha 1 moyen, ici, qui va être égal, donc, je me suis planté là, c'était alpha 1, pardon, là, ce qui était en entrée, c'était UG. Alpha 1, ça va être égal à UCH sur UG, en moyenne. Voilà. J'ai dit UCH sur UG. Voilà, une fois que j'ai cette relation-là, j'ai plus qu'à remplacer dans cette expression qui est au-dessus. Voilà, c'est-à-dire je vais diviser par alpha 1 moyen ici, c'est-à-dire ça revient à multiplier par l'inverse de ça, c'est à multiplier par UG divisé par UCH. Donc quand je le mets au bout du bout, ça va faire K fois UG au cube sur UCH. Voilà. Et si on l'écrit en termes de VE et de VS, ça fait KV au cube sur VS. Voilà, voilà à quoi ressemble la deuxième relation dans le cas numéro 2 de la formule de calcul de la consigne. Elle est là. Mon rouge, elle marche vraiment pas très bien. Voilà. Alors c'est pour ça que dans la carte de commande, eh bien, il y a deux consignes qui sont calculées. Hein. Il y a celle-ci qui est pour le cas numéro 1, donc ça se fait avec un multiplieur analogique. Et puis pour faire tout ça, il y a un diviseur analogique pour faire VE sur VS en fait, ou UCH sur UG.
et un multiplier pour multiplier UCH sur UG par ce qu'on a ici, et faire KV au cube sur VS. Voilà. Voilà, donc ça vous explique un peu l'architecture de la carte de commande. Voilà. Et puis ensuite, il y a toute la régulation par hystérésis qui déclenche les commutations de chacun des bras. Voilà, il y a tout le système qui décide si on est dans le cas numéro 2 et numéro 1, donc là je vous passe un peu sous silence, parce que je ne veux pas trop compliquer l'exposé là. Voilà, et pour le choix entre les deux consignes, ça se fait assez simplement, parce que finalement, quand VE est plus grand que VS, d'accord, cette consigne-là va être plus grande que celle-ci, puisque celle-ci, c'est celle qu'on a, pardon, celle-là, c'est celle-ci que multiplie, si on veut passer d'une à l'autre, il suffit de multiplier par VE sur VS, voilà, et ça donne celle-là. Donc en fait, si VE est plus grand que VS, celle-ci, ce nombre est plus grand que 1, et donc ça donne un résultat, ça donne ça. Et donc cette consigne va être plus grande que celle-ci seulement quand VE sera plus grand que VS. Donc en fait, pour savoir laquelle des deux consignes on prend dans la carte de commande, eh bien, on a une fonction qui calcule les deux, et puis quelque chose ensuite avec des ampli up qui sélectionne la plus grande des deux consignes calculées ici. Voilà, j'espère que ça répondra à la question de M. Badian-Mort, et puis à la question de vous autres, si vous l'êtes posé, ou même si vous ne l'êtes pas posé. Voilà. Pourquoi, et ça vous donne une idée un peu de la manière dont est construite la carte de commande qui gère tous ces hacheurs là, pour réaliser non seulement cette fonction, donc IG égale K UG carré, voilà, avec un réglage de K par potentiomètre, et qui en plus fait la conversion d'énergie vers du 24 volts ici, avec un très bon rendement qu'on a mesuré à 99%. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, bon, on va arrêter là, de toute façon, on va pas, voilà, je ne vais pas expliquer le reste de la carte. Là, déjà, vous avez les gros principes. Donc, je vais mettre un petit complément sur la vidéo que j'ai faite hier, donc, qui expliquait dans le cadre de la régulation de charge de notre éolienne, là, eh bien, qu'il y avait deux cas, selon que c'était le hacheur B1 qui travaillait, ou si c'était le bras d'onduleur B1 ou le bras d'onduleur B2. Voilà. Et donc, comme j'ai indiqué hier, normalement on avait dit que B1 il travaillait, non B2, pardon, le cas numéro 1 c'est B2 en fait, qui travaille, quand VE est plus petit que VS. C'est-à-dire quand la tension d'entrée ici est plus petite que la tension de sortie ici. Voilà. Et puis quand c'est l'inverse, c'est le cas numéro 2. Et c'est le bras qui travaille, celui c'est un hacheur abaisseur. Voilà. Et c'était le dernier cas avec 48 volts en entrée par exemple, et puis 24 volts en sortie. Voilà. Alors, pourquoi je reprends cette vidéo? C'est pour vous dire qu'ensuite dans la carte de commande, la décision qui se fait dans cette carte pour savoir si c'est donc B1 qui doit travailler ou si c'est B2, le bras d'onduleur 2, eh bien ça ne se fait pas sur cette condition-là. Voilà. De savoir s'il est plus petit que VS ou pas. Voilà. Parce que si on le fait comme ça, en fait, par simulation, j'ai vu que ça se passait pas très bien, notamment au niveau, on fait la transition, il peut y avoir des loupés, des choses comme ça. Voilà. Donc en fait, pour m'éclairer, personnellement, moi j'ai besoin de simuler, donc je fais des simulations numériques qui simulent le fonctionnement de ce système, un peu idéalisé. Voilà. Et puis je finis par en déduire que la meilleure façon de gérer les transitions entre le cas numéro 1 et le cas numéro 2, en fait, entre savoir si c'est B1 qui travaille ou c'est B2, eh bien c'est la suivante. En fait, au début, je vous l'ai dit pour les faibles tensions, par exemple, donc ici, quand il y a 12 volts, par exemple, eh bien c'est B2 qui travaille, et puis B1, voilà, il est dans cet état-là, la commande est dans cet état-là, B1 est toujours comme ça, et B2, lui, il fait il commute, il y a un coup en haut, un coup en bas, je le mets au milieu, voilà. Et puis on a dit, effectivement, quand il n'y a pas assez de courant, il se met en bas, ça fait monter le courant, puis quand il y en a trop, il se met en haut, celui-là, et donc ça ramène le 24 volts ici, et donc ça empêche que le courant continue de monter, il va redescendre même, et puis ça permet de réguler autour de la consigne. Alors cette phase du courant qui redescend, c'est possible, ça va se produire que si la tension d'entrée ici est à 12 volts par exemple, parce que si elle est plus petite que le 24 volts, parce que si jamais elle commence à être égale, je ne sais pas, ne serait-ce qu'à 24,3 volts, voilà, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand je mets ce bras d'onduleur en haut là, voilà. Je me retrouve avec 24 volts ici, 24,3 volts, voilà. Et le courant IL, au lieu de décroître, eh bien, en théorie, il continue de croître. En fait, en théorie, ensuite il y a des résistances dans le circuit, etc. Mais bon, mettons, normalement il continue de croître. Et ce qui fait que, en fait, ce bras qui a la main, il ne va pas pouvoir empêcher que le courant IL monte bien vraiment au-delà de la consigne qui lui a été donnée. Voilà. Et donc, quand le courant IL se met à vraiment déborder beaucoup de la consigne qui est calculée ici, eh bien, c'est là que la commande va en déduire qu'il est temps de changer de cas. Et c'est-à-dire que le B2 qui est ici, eh bien, on va le laisser en haut de manière permanente. Et il y a une commutation qui s'opère, voilà, et c'est B1 qui devient actif à ce moment-là. Voilà.
Et donc c'est lui qui va commuter, et cette fois, bien, au lieu de mettre du 24,3 permanent ici, ben, des fois, il mettra du 0, du 24,3, il mettra ce qu'il faut pour maintenir le bon courant dans l'inductance. Voilà, avec la consigne qui normalement est devenue celle-là. Voilà, et réciproquement, donc là on peut ensuite gérer des tensions bien plus élevées, hein, 48 volts, etc. Voilà, 48 volts, etc. Et puis maintenant, si jamais cette tension redescend, alors elle fait 24,3, puis à un moment, elle va faire un petit peu en dessous de 24. Mettons, je sais pas, moi 23,8. Voilà, et la commande pour le moment c'est toujours ce bras qui est actif, hein, parce qu'elle a mémorisé ça. Voilà, mais ici j'ai plus que 23,8. Voilà, si j'ai plus que 23,8, en fait, eh bien ce bras d'onduleur, ici, même quand il est commuté en haut, il est dans l'incapacité de faire augmenter le courant dans l'inductance. Bon, s'il est en bas, alors on a un 0 volt ici, alors qu'il y a 24 volts là, ça fait décroître le courant, rapidement, mais même maintenant qu'il n'y a plus que 23,8 volts, quand il est tout en haut, eh bien je me retrouve avec moins 24 et 23,8, on fait l'un moins l'autre, ça fait moins 0,2 volts dans l'inductance. Le courant décroît moins vite que quand l'interrupteur est en bas, mais il décroît quand même. Donc en fait, il n'y a plus possibilité de faire croître le courant. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien le courant IL tombe bien en dessous de sa consigne. Voilà. Et il sort assez, quand il sort assez franchement de sa valeur de consigne, eh bien il y a pareil un système dans le circuit, un comparateur hystérésis en fait, hein, eh bien, qui dit que c'est que B1 n'arrive plus à maintenir la consigne, et donc il faut passer en fonctionnement sur B2. Voilà. Donc si je résume, en fait, les transitions pour savoir si c'est B1 ou B2 qui travaillent ne se font pas du tout en comparant les valeurs de VE et VS. Voilà. Puis en plus, il n'y a même pas de cycle d'hystérésis ici, donc ça ferait des commutations pas nettes, on ne pourrait pas mettre un simple comparateur. Mais en fait, ça se fait en regardant si IL reste bien dans les marges d'ondulation normales autour de Icons. Voilà. Et si jamais il sort de cette marge d'ondulation normale par le haut, ça veut dire qu'il faut que B2 s'arrête de travailler, il faut que B1 commute. Et s'il sort de cette ondulation normale par le bas, eh bien c'est l'inverse, il faut que B1 se mette en position haute et il faut que B2 commute ici pour aspirer un peu plus de courant. Voilà. Voilà donc ce que je pouvais rajouter, donc, et que j'ai pas dit la dernière fois, hein, sur la manière de gérer les transitions donc, entre le cas numéro 1 et le cas numéro 2. Voilà. Bon, voilà, ça commence à avoir. Il y a encore quelques petites subtilités dans cette carte, bon, notamment la régulation par hystérésis du courant aussi, qui se fait avec des seuils autour de l'icône, ça, avec l'ondulation normale, voilà. Donc celle-là, elle est pleine de subtilités, et pareil, hein, pour la mettre au point, comme c'était un peu trop compliqué, j'ai fini par faire des simulations pour obtenir les bons paramètres. Voilà. Et puis une théorie, mais qui est vraiment très complexe. Voilà. Donc là, je vous l'épargne complètement. Vous n'avez qu'à retenir qu'en gros, que c'est une régulation à hystérésis classique. Si le IL dépasse, je sais pas, moi, le icons de 1 ampère, on bascule dans un sens, et si il descend en dessous de 1 ampère, on bascule dans l'autre sens. Voilà. Mais voilà. En fait, c'est plus subtil que ça. Et si on faisait juste ça, il y aurait plein de problèmes. Voilà. Allez, j'espère qu'avec ça, vous comprenez déjà pas mal de choses sur le fonctionnement et les subtilités de ce système et de la carte de commande qui pilote tout ça. Voilà. Allez. À bientôt.